Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Fonzanketompo TV, la télévision du peuple, la télévision que vous recevrez désormais dans vos foyers, dans vos bureaux, dans vos voitures, dans vos portables, téléphones portables, partout où vous irez, vous serez connecté à Fonzanketompo TV. C'est une télévision qui ambitionne d'être le plus proche possible du peuple pour lui expliquer ce qu'il ne comprend pas et pour aussi écouter ses complaintes, ses difficultés, afin de les exposer, n'est-ce pas, aux gouvernants. Aujourd'hui, nous avons un phénomène qui nous interpelle, le phénomène de certains intellectuels, et notamment ceux qui sont dans la diaspora africaine, en Europe, en Occident, aux États-Unis ou en Orient, qui peignent mal, dépeignent, on va dire, leur pays, et qui ne disent que ce qu'il y a de mal. L'attitude belliqueuse de ces intellectuels africains camerounais met à mal, quelquefois, les institutions de leur propre pays. Est-ce qu'ils savent qu'ils font du mal à leur pays, ou est-ce qu'ils croient qu'ils font du bien à leur pays en le critiquant de manière aussi ostensible et de manière aussi violente, très souvent? Donc, nous allons essayer d'analyser les causes de cette rupture avec ces intellectuels avec leur propre pays. Nous allons essayer d'analyser les contours qui animent. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont devenus quelquefois des chevaux de Troie au service des prédateurs de l'Afrique, au service des puissances prédatrices? Est-ce qu'ils croient qu'ils sont des héros en dénonçant systématiquement, en peignant systématiquement mal leur pays? Nous avons aujourd'hui, pour vous en parler, deux éminences grises qui s'intéressent à la question. À ma droite, le professeur Nkolo Foué, professeur émérite de philosophie, c'est un grand philosophe, professeur des universités, qui a une très riche expérience en la matière, qui va essayer de décrypter le message de cette diaspora, de ces intellectuels. À ma gauche, vous avez le professeur titulaire Mathias Eric Onangini, dans l'ordre qui écrit dans son acte, et il est vice-recteur des universités, de l'université de Yaoundé 1, au Cameroun. C'est un politologue, mais il est également très politiste. Il est très connu comme professeur de sciences politiques, et je pense que nous allons nous régaler entre ces deux professeurs. Moi, je suis Fonzanketompo, et je serai votre digne accompagnateur dans cette émission. Je serai le modérateur entre ces deux éminences grises que l'Afrique a produites. Merci beaucoup. Alors, on commence par le professeur Nkolo Foué. À tout seigneur, tout honneur, vous êtes le plus ancien parmi nous. Qu'est-ce qui justifie, à votre avis, professeur, l'attitude violente, belliqueuse, incompréhensible parfois, de certains de nos intellectuels, qui pourtant ont grandi chez nous, en Afrique, au Cameroun, qui ont fait leurs études, leurs premiers pas, qui ont été, n'est-ce pas, du sein maternel ici, qui ont profité de notre système éducatif jusqu'à un certain niveau, très souvent même jusqu'à l'université. Et une fois qu'ils sont partis d'ici, ils traitent le Cameroun et les pays d'Afrique comme étant des pays de merde, on va dire ça entre guillemets, ou des ghettos. J'ai encore vu ce matin dans les réseaux sociaux un jeune chanteur qui dit qu'à 6 ans, il avait déjà à Douala une Kalachnikov. À 6 ans. Il dit que c'est la Kalachnikov de ses frères. Et qui dit qu'à 6 ans, il vivait dans un ghetto à Douala, dans le quartier Koto,
Qui connaît Koto sait que c'est un quartier résidentiel huppé. Ce n'est même pas New Bell, parce que New Bell avait plutôt une mauvaise réputation des enfants gâtés. Mais qu'est-ce qui peut justifier que ce garçon qui est parti du Cameroun à 6 ans continue de véhiculer ces messages à l'encontre de son pays, professeur? Merci beaucoup, maître. Merci, chers amis. Pour répondre à votre question, je pense que il faut intégrer l'attitude des intellectuels, des élites africaines, notamment celles de la diaspora, dans les mutations qui se sont opérées sur le plan idéologique et sur le plan politique au tournant des années 90-2000. Je le dis en m'appuyant sur les théories qui ont été développées par un certain nombre de penseurs africains qui reprennent, qui recyclent en Afrique des doctrines qui ont été élaborées au moment de la rupture qui s'est opérée en Occident dans les années 70-80 entre l'ancien capitalisme et le néocapitalisme. Ce néocapitalisme-là s'appuie ou bien s'accompagne d'une idéologie de légitimation. Et cette idéologie de légitimation, nous l'appelons en langage technique le postmodernisme. Donc, les penseurs de la diaspora, les élites intellectuelles actuelles véhiculent une vision postmoderne du monde. C'est une vision de type nomadique, de type cosmopolitique, et ils s'appuient sur quelque chose qui leur semble extrêmement importante. C'est la vision post-nationale du monde, la vision post-étatique du monde, la vision post-identitaire du monde. Parce que ces penseurs pensent que la notion d'État, la notion de nation, la notion de citoyenneté nationale, eh bien, ce sont des notions complètement obsolètes, qui appartiendraient pratiquement au vieux monde. Tout à fait. Donc, ces auteurs-là développent donc cette vision diasporique qui, en réalité, s'appuie sur une conception ethnologisante du monde, une conception ethnologisante de l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils peignent l'Afrique avec les catégories que l'ethnologie coloniale utilisait pour parler de l'Afrique. D'ailleurs, il y a un concept clé qu'ils utilisent beaucoup, c'est le concept d'ensauvagement. Voilà. Lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est en termes d'ensauvagement. Il y a un concept qui a été introduit il n'y a pas très longtemps par le président américain Donald Trump. Il a parlé de l'Afrique en termes de pays de merde. Tout à fait, tout à fait. Donald Trump n'invente pas. Et les mêmes termes se retrouvent dans les écrits des penseurs postmodernes africains. Par exemple, le professeur Achille Mbembe, qui en parle beaucoup, n'est-ce pas, dans ses livres, notamment sur la post-colonie, son ouvrage sur la post-colonie, où justement il utilise une terminologie de type scatophile, de type stercoraire, c'est-à-dire ce qui renvoie effectivement à la merde. Et vous allez voir que la manière dont l'Afrique est dépeinte, non seulement chez Achille Mbembe, mais également chez Jean-Godefroy Bitima, ils sont nombreux, n'est-ce pas, ces auteurs-là, eh bien c'est une vision qu'on retrouvait déjà dans l'ethnologie coloniale. Alors maintenant, qu'est-ce qui caractérise cette intelligentsia? Eh bien, cette intelligentsia appartient à la catégorie, n'est-ce pas, que nous connaissons depuis les années pratiquement au début du XXe siècle. Ils appartiennent à la catégorie de bourgeoisie comprador. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons des intellectuels compradors. Et les intellectuels compradors
joue le rôle d'intermédiaire entre les grandes puissances impérialistes et les pays africains. Et ce terme-là est calqué sur la notion de bourgeoisie compradeur. Et c'est surtout Mao Tse-tung qui avait mis en circulation ce concept-là, après avoir analysé la structure sociale de la Chine de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et qu'est-ce qu'il se constate? Il constate que, eh bien, il y a 5 classes sociales principales qui caractérisent la Chine de son époque. Il y a bien sûr la paysannerie, c'était la base. Il y avait la classe ouvrière montante. Il y avait la bourgeoisie qui elle-même était divisée en 2 grandes parties. Il y avait la grande bourgeoisie, qu'il appelait donc la bourgeoisie compradeur parce qu'elle était liée aux grands intérêts capitalistes. Et il y avait maintenant la bourgeoisie nationale. Bon, voilà certaines classes. Et il y a la dernière classe que Mao Tse-tung distinguait. Eh bien, c'était la féodalité, les obéros, les grands propriétaires fonciers. Tout à fait. Maintenant, dans la lutte contre l'impérialisme japonais et l'impérialisme occidental, la question qui se posait était la suivante. Eh bien, sur quelle classe sociale la Chine devait s'appuyer pour lutter contre l'impérialisme? Et c'est donc la question que nous allons poser également au professeur Mathias Eric Onangini. Est-ce que l'Afrique peut légitimement s'appuyer sur ces intellectuels-là pour se construire? Est-ce qu'ils ont, parce qu'ils donnent le sentiment d'être des héros, est-ce qu'ils sont des héros pour nous ou est-ce qu'ils sont des héros pour, n'est-ce pas, les puissances impérialistes? Ce qu'il faut dire, c'est qu'il existe en Afrique même, sur l'Afrique continent, un certain nombre d'acteurs qui considèrent que ces intellectuels sont des héros. Mais une analyse approfondie montre qu'en réalité, ils sont des déracinés. Que c'est l'expression justement de ce déracinement qui s'exprime chez eux. Ils sont déracinés géographiquement, ils sont déracinés anthropologiquement, ils sont déracinés idéologiquement, ils sont déracinés au niveau des valeurs, ils sont déracinés axiologiquement. Ensuite, ces intellectuels sont en réalité dans une position d'un malaise extrême. Et c'est pour ça que justement, dans l'orientation de leur pensée, il y a eu un fort attachement à tout ce qui est expressif du dégoût. Ils conçoivent l'Afrique comme quelque chose qui est essentiellement dégoûtant, comme quelque chose qui porterait ontologiquement le mal, où il n'y aurait rien de positif. Et ironiquement, alors que beaucoup se sont annoncés comme des penseurs qui sont en rupture avec la colonialité, qui sont en rupture avec les formes d'exclusion, d'oppression qui sont liées à la colonialité, ils répètent ironiquement les schémas de la colonialité. Tout à fait, c'est étonnant. Et ils sont en réalité victimes d'un syndrome qui est très grave, que je pourrais appeler, comme en excuse, le syndrome libérien. Le syndrome libérien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans l'expérience du Libéria et de la Sierra Leone, on a essayé de trouver une voie d'affranchissement des anciens esclaves en les ramenant en Afrique. Mais une fois qu'ils ont été transplantés en Afrique, ils ont en fait repris et ils ont même parfois aggravé le schéma colonial contre ceux qui étaient supposés être leurs semblables, c'est-à-dire les Africains de la terre-mère. Tout à fait. En réalité, dans une grande partie de notre diaspora, il y a l'expression d'un nouveau projet colonial dont cette intellectualité comprador serait les porteurs. Ça veut dire qu'ils s'envisagent déjà comme ceux qui vont être l'élite de rechange, qui va venir se substituer à l'élite actuelle dont l'impuissance historique aura été constatée. Mais en réalité, quand vous regardez au fond,
ce ne sera jamais que les relais d'une nouvelle entreprise de reprise en main de l'Afrique. Exactement, une recolonisation. Visant à lui fermer toutes les portes de l'autonomie. Or, c'est l'autonomie souveraine qui confère tout le reste. C'est l'autonomie souveraine pleine qui confère l'aspiration réaliste à l'égalité, l'aspiration réaliste à la solidarité, l'aspiration réaliste à la liberté. Aucune collectivité ne peut être profondément libre si elle n'est pas souveraine. C'est la souveraineté qui lui donne la capacité de créer les conditions effectives de la liberté en son sein, entre ses différentes composantes. Or, ces intellectuels ont un problème, c'est qu'ils sont devenus. Est-ce que c'est malgré eux? Est-ce que c'est avec leur complicité? Des relais d'une pensée qui est en réalité une pensée porteuse, justement, d'une logique même de démodernisation de l'Occident. Parce qu'en réalité, ce qu'on a appelé la postmodernité, c'est une espèce de rapport dégoûtant aux limites de la modernité occidentale et à sa construction planétaire. Tout à fait. Or, en réalité, de manière profonde, le projet de la modernité n'est pas terminé. Et il ne se terminera pas tant qu'il n'aura pas atteint l'échelle planétaire. Et c'est seulement quand la modernité atteint l'échelle planétaire qu'on peut passer à une post-modernité véritable. Or, ils ont organisé la postmodernité alors que la modernité et une partie de la modernité qu'on appelle la modernisation n'est pas terminée. Et quand on le fait dans ces conditions, en réalité, c'est simplement pour ressusciter des expériences donc, qui vont recréer un certain nombre de mots qu'on a eu avant en termes de domination, d'oppression et d'arbitraire. Et il y a quelque chose qui est extrêmement problématique dans leur position, c'est le déni de toute référence généalogique. C'est le déni de ce qu'il y a des origines. Certes, de manière pratique, les origines sont toujours porteuses de brassage et de mélange, d'accord, mais n'en existe pas moins. Or, ils prétendent n'avoir pas d'origine. Ils prétendent n'avoir pas de point d'ancrage. Ce qui, dans la réalité, est extrêmement problématique. Tout à fait. Ce que nous appelons la civilisation, ou les civilisations, a toujours d'abord rapport à la terre. Tout à fait. Ça a rapport à la terre et la manière dont les cultures premières de l'humanité ont institué et inventé le rapport à la terre comme un élément constitutif de la socialité. Tout à fait. C'est pour ça que dans cette pensée, on veut démonter et détruire tous les cadres collectifs. C'est ça. Et une fois qu'on s'engage dans la destruction de toute idée de collectivité, en réalité, on provoque l'ensauvagement. Mais eux, ils pensent que l'ensauvagement concernerait simplement certaines parties de l'humanité, en l'occurrence par exemple l'Afrique, alors que ce processus d'ensauvagement, il est d'abord logé même au cœur, au centre du système monde, c'est-à-dire en Occident. L'endroit même où il y a le plus d'ensauvagement sur la planète Terre, c'est en Occident. Tout à fait. Et tout à fait. C'est de cela qu'ils sont porteurs et c'est extrêmement problématique pour nous. Ce qu'il y a de valable dans l'expérience occidentale pour les peuples non occidentaux, c'est l'expérience de la construction de la modernité, qui est une expérience qui n'est pas terminée. La modernité ne peut pas s'achever tant qu'elle n'est pas planétaire, ça veut dire ses aspirations du progrès, les aspirations de la liberté, de l'égalité et de la fraternité construite de manière universelle, de l'universalisme concret, pas d'un universalisme abstrait. Tout à fait. Or, ils sont porteurs d'une logique qui s'appuie justement sur le fétichisme de la différence. Les différences existent, mais les différences n'existent jamais de manière absolue. Les différences n'existent pas de manière statique. Il y a toujours au fond de chaque culture, de chaque communauté, un élément
qui l'associe toujours à un ensemble plus large qui est l'humanité. Tout à fait. Et l'humanité, au-delà donc de nos spécificités culturelles, est un ensemble pertinent. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'évolution actuelle, l'Occident, qui a revendiqué le monopole de la modernité, ne serait-ce que le monopole de son origine, et le monopole donc de la capacité à la véhiculer dans le monde, a trahi ce projet. Et ce projet ne ressuscitera de manière profonde que quand les autres parties de l'humanité s'en empareront, évidemment en fonction de leur propre expérience et de leur rapport au monde, mais s'en empareront sur une base universelle. Ça veut dire que dans ce projet, il y a des choses qui restent pertinentes pour les autres composants de l'humanité, autant que pour l'Occident lui-même. Les idées comme la République, les idées comme la souveraineté, les idées comme le bien général, le bien commun, sont des idées qui sont importantes pour la régulation civilisée des sociétés. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut penser que ces intellectuels africains qui véhiculent les messages du colon, est-ce qu'on peut penser qu'ils ignorent qu'ils sont utilisés pour s'attaquer à l'Afrique au profit, n'est-ce pas, de l'extérieur, professeur Kolofoué? C'est une excellente question. Et je reprends d'ailleurs au rebond ce que le professeur Mathias Ereko-Nanguine vient de dire, s'agissant précisément de la désaffiliation. Parce que la question de la désaffiliation, la critique des origines, la délégitimation de l'histoire africaine telle qu'elle est là, elle est au cœur de la critique post-coloniale. Tout à fait. Parce que ce qui est visé en réalité, c'est la matrice qui constitue les sociétés africaines. Et c'est la raison pour laquelle l'une de leurs cibles, c'est justement chaque africain. Maintenant, je réponds à votre question. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont conscients? Mais c'est une posture idéologique qu'ils ont développée. Par exemple, leur cible sur le plan idéologique, sur le plan théorique, c'est le nationalisme comme tel. Tout à fait. C'est le panafricanisme. Par exemple, l'idéologie afropolitaine, par exemple du professeur Achille Mbembe, a été construite précisément contre le nationalisme africain et contre le panafricanisme. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on met à la place? On met à la place, bien sûr, la sortie du ghetto, l'intégration dans le vaste monde. Et il se trouve dans nos propres universités, eh bien, des jeunes chercheurs, des jeunes penseurs qui écrivent non seulement des articles, mais des livres sur la légitimation de la dépendance, l'apologie de la dépendance. Parce qu'ils pensent que la dépendance, ben, c'est une option valable. Et donc cela va en contradiction avec l'idée même de souveraineté qui était au cœur, comment dirais-je, des luttes de libération nationale. Tout à fait. Parce que nous sommes en train de vivre une nouvelle expérience historique. Voilà, je pense bien, oui. À l'époque, disons, au XVIIIe siècle, tout à fait. Eh bien, les diasporas se battaient pour constituer l'Afrique en pôle de civilisation autonome. Voilà. Bon, ça, c'était le travail des penseurs comme Amo, et ils étaient nombreux à l'époque. Les Du Bois, c'était leur rêve, n'est-ce pas, au XIXe siècle, les Marcus Garvey. Donc, il y avait cette polarité africaine. Il y avait cet afrocentrisme qui était au cœur de leur réflexion. Maintenant, les penseurs postmodernes, ils ont d'abord décidé de délégitimer l'Afrique, de se désaffilier eux-mêmes par rapport à l'Afrique et de rompre avec ce que Bidima appelle l'histoire monumentale de l'Afrique. Donc, il faut ramener l'Afrique à sa banalité. Bon, c'est un continent de peu. C'est un continent qui ne doit pas être le centre de polarité. Tout à fait. Voilà un peu l'idée. Et maintenant, quand nous lisons les travaux qui sont rédigés actuellement par des jeunes philosophes, parfois des jeunes politistes, eh bien,
on se demande si nous vivons encore dans le même monde. C'est Parce ça. que l'Afrique ne constitue plus leur horizon. Exact. Leur horizon, Tout à fait. c'est le vaste monde. Oui. Et pas seulement le vaste monde dans l'abstrait, en fait, c'est l'Occident. Tout à fait. Donc, le modèle qu'il propose et auquel l'ensemble du continent africain doit se soumettre, eh bien, c'est notamment les États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Ils le disent. Oui. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que chez ces auteurs-là, New York, par exemple, est mythifié. Oui, Voilà. tout à fait. Alors que tout à côté, eh bien, on va vous dire que l'Afrique, effectivement, c'est un continent de merde. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes Africains ont repris, n'est-ce pas, cette insulte adressée à l'Afrique par le président Trump. Et les autres continents qui sont délégitimés, c'est par exemple l'Asie, notamment la Chine. C'est-à-dire que les continents et les nations qui essaient d'affirmer leur souveraineté aujourd'hui, eh bien, sont la cible de ces penseurs de la diaspora. Et surtout, de ces penseurs, c'est le terme vraiment approprié qu'il faut utiliser, Tout à fait. ces penseurs compreneurs. Voilà. Merci, professeur. Professeur, je reviens vers vous, professeur Odanguini. Vous avez parlé des origines. Et justement, parler des origines, le professeur Achille Bembe dit dans son livre Brutalisme qu'il a dédié à ces 3 pays. Il a 3 pays. Et ces intellectuels africains qui sont dans la diaspora, on a le sentiment qu'ils sont effectivement dépaysés, comme vous disiez tout à l'heure, qu'ils sont complètement délocalisés mentalement et qu'ils ne se reconnaissent plus tout à fait africains ou camerounais, pour parler du Cameroun. Est-ce que vous ne pensez pas que ce déracinement joue dans la conception qu'ils ont, dans la conception idéologique qu'ils ont désormais de l'Afrique, qu'ils voient de l'Afrique comme une terre étrangère, parce puisqu'ils ne sont plus ici, ils estiment qu'ils sont ailleurs et qu'ils sont chez eux là-bas, plus qu'ici. Est-ce que vous ne voyez pas ça comme moi je vois là, professeur? Bien entendu, c'est une expression de leur déracinement et de leur dépaysement. C'est la négation de ce qui est la source fondamentale. Parce que dans toutes ces expériences de ce type, on disqualifie l'idée de fondement, on disqualifie l'idée de fondation. Le déracinement et le dépaysement sont des expériences qui expriment fortement le malaise. Ces expériences expriment le malaise parce qu'elles sont typiques de ce qu'on peut appeler l'aliénation. Elles sont également typiques de l'altération, d'où la haine de ce qui renvoie à l'authenticité, d'où la haine de ce qui renvoie à l'autonomie, d'où la haine de ce qui renvoie à l'autocentricité, c'est-à-dire tout ce qui est en mesure d'affirmer une identité propre. Y compris la haine de soi. Tout à fait, ça entraîne évidemment la haine de soi. Et Vous disiez effectivement qu'ils sont des mutants. ce sont des mutants. Et je dirais, Oui, j'aimerais bien. s'il faut polémiquer, ce sont des mutants du mauvais type. Parce qu'en réalité, ils nous distraient. Dans la conjoncture historique actuelle de l'Afrique, nous avons besoin de refondation. Mais dans refondation, il y a fondation. Nous avons besoin de réorganiser, de restructurer nos fondements. À l'occasion, nous pouvons en modifier certains, mais nous avons un corpus historique de valeurs, de pratiques et de normes que nous ne pouvons absolument pas rejeter sans être justement dans la logique du déracinement. Tout à fait. Et nous ne serons pas en mesure de nous constituer à une échelle géocivilisationnelle comme un pôle de puissance, un pôle de souveraineté, si nous nous nions nous-mêmes. Tout à fait. Or, le problème que moi j'ai avec ces orientations intellectuelles, c'est qu'elles nous poussent à nous nier. Voilà. Nulle part, dans aucun ordre humain, il n'y a la perfection atteinte de manière complète. Nulle part, il n'y a de société où il n'y ait pas de vice ni de turpitude. Tout à fait. Mais ce n'est pas cela qui doit nous conduire à refuser toute aspiration à la perfection, toute aspiration à la promotion et à la consolidation de la valeur. Parce que la valeur est toujours au cœur
de tout dispositif de puissance. Et la meilleure protection contre les agressions, c'est la puissance. Et il n'y a pas de puissance là où il n'y a pas d'idée de valeur. Pour qu'il y ait la puissance, nous avons besoin de croire en notre valeur. Et le problème, le sens idéologique donc de ces propositions de pensée, c'est qu'elles nous distraient, elles nous divertissent, parce qu'elles nous empêchent de repenser la reconstruction de nos valeurs à partir d'une analyse lucide de nos imperfections et de nos insuffisances et de la promotion donc du corpus de valeurs qui peut nous redonner de la puissance. Et c'est en cela donc que ces formes de pensée sont de la pure distraction. Par ailleurs, elles nous trompent même sur le sens profond de l'Occident triomphal. De mon point de vue, je crois que le triomphe de l'Occident est terminé. L'Occident est en déclin, mais il a suffisamment de réserves, de valeurs et de puissance pour encore tenir quelque temps. Mais l'Occident lui-même ne fut jamais en situation de puissance que parce qu'il s'est construit des références fondationnelles, des fondements, des corpus de valeurs traduits, des valeurs traduites dans des institutions. Il n'y a pas de société bien séante, puissante, sans valeur, sans valeur institutionnalisée. Les pensées donc qui nous conduisent vers la nomadologie permanente sont des pensées en réalité mortifères. L'Afrique n'a pas besoin de la mort, même une mort qui se présente de manière fausse comme le chemin de la liberté. Tout à fait. L'Afrique a besoin de la vie et on assure la vie sur la base de valeurs positives, de valeurs de confiance, d'identité, mais d'identité bien réglée. Notre aspiration à mettre en valeur notre identité n'implique pas nécessairement que nous refusions le dialogue avec les autres, mais nous le conduisons en toute souveraineté. Tout à fait. Merci, professeur. Mais, professeur Kolofoué, est-ce que ces gens-là, ces Africains dépaysés, complètement déracinés, est-ce qu'ils se rendent compte du mal qu'ils font à leur propre continent, à leur propre pays? Puisque nous voyons qu'aujourd'hui, des jeunes gens dégingandés, là, qui sont chevelus et barbus, qui sillonnent les rues de Paris, de Berlin, qui cassent les ambassades, qui mettent les graffitis partout, et qui véhiculent un violent message qui est tout à fait inhabituel en Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu, on va dire quoi, le fruit, n'est-ce pas, de ces pensées, de ces intellectuels africains qui distillent ce mauvais message à notre jeunesse? Non, le problème avec l'intelligentsia comprador, c'est que dans sa vision du monde, il y a un élément important qui me semble utile à rappeler. C'est que l'idée de puissance, parce qu'il y a la souveraineté, mais aussi l'idée de puissance, c'est une idée qui leur paraît tout à fait étrange. Et c'est la raison pour laquelle, comme l'a écrit mon excellent collègue Charles-Romain Mbélé, eh bien, le problème avec ces penseurs, c'est qu'ils criminalisent la puissance africaine. Et ils prétendent que si l'Afrique aspire à la puissance, eh bien, c'est pour se venger. Donc, au fond de la puissance, pense-t-il, il y a l'idée de ressentiment. Tout à fait. Or, la question pour l'Afrique n'est pas tellement de se venger. Le problème de l'Afrique, c'est de s'affirmer en tant que pôle de civilisation. Et je pense qu'il s'agit là d'un droit légitime. L'Afrique antique a été au sommet de l'histoire universelle pendant à peu près 3000 ans, notamment avec l'Égypte. Eh bien, cette Afrique-là a perdu sa puissance parce que d'autres nations, d'autres civilisations ont pris le relais. Il y a eu la Perse, la Grèce, Rome, l'Occident moderne, il y a eu la Chine, effectivement.
Mais alors, d'où vient-il que un pays comme la Chine, un continent comme l'Afrique, qui se battent pour renouer avec leur histoire passée, pour renouer avec l'idée de souveraineté, d'où vient-il que cela pose problème? Et ce problème est posé bien sûr par les penseurs occidentaux, mais surtout par les penseurs africains eux-mêmes. Et nous avons dans nos propres universités actuellement des gens, des penseurs qui estiment que l'idée d'une puissance africaine est une idée coupable et que nous ne devons même pas envisager la construction d'une puissance africaine. Et cela me rappelle ce que Du Bois appelait à la fin du XIXe siècle, du XXe siècle, n'est-ce pas, le compromis. C'est la philosophie du compromis. J'appelle ça aussi d'un autre nom, c'est la philosophie de l'oblativité. C'est-à-dire que le renoncement à soi, pour que... En fait, c'est la mentalité de l'esclave. Tout à fait. Qui est content, n'est-ce pas, d'être dans... De son sort. Il est content de son sort. Ouais, et d'ailleurs, il y a... Je crois que c'est l'abbé Grégoire qui le disait au XVIIIe siècle. Oui. En appréciant très très durement Capitaine. Parce que Capitaine, Elisa Capitaine avait écrit un ouvrage, un texte, où il disait que l'esclavage des Noirs est compatible avec la liberté chrétienne. Eh bien, bien sûr, l'abbé Grégoire trouvait cette pensée-là assez étrange. Oui. Il disait, mais l'humanité se bat pour rompre les chaînes. Oui. Mais voilà quelqu'un qui est content d'être esclave, de rester dans les chaînes. Voilà, je crois que ça, c'est le problème. De ces intellectuels-là. Et justement, parce que vous parlant de ces penseurs occidentaux, il y en a qui tiennent des discours quand même assez révoltants sur l'Afrique et qui disent qu'il est hors de question de laisser l'Afrique s'industrialiser parce qu'ils estiment, professeur Mathias Eric Onangini, ils estiment que si l'Afrique venait à se développer, si l'Afrique venait à s'industrialiser, cela représenterait un danger pour les sociétés, les civilisations occidentales. Absolument. Mais comment est-ce que nous allons concilier cela? Parce que eux, ils pensent, ces penseurs occidentaux, pensent qu'il faut empêcher l'Afrique de s'industrialiser pour leur propre survie. Comment est-ce que nous pouvons concilier cela, professeur? Que nous ne représentons pas le danger et que nous aspirons, que l'Afrique aspire légitimement à s'industrialiser, à se développer, à s'émanciper. Comment est-ce qu'on peut concilier ces pensées-là? En fait, c'est une expression de la revendication par l'Occident et, disons, ses forces motrices d'avoir l'exclusivité de la puissance. La puissance ne devrait être que la leur et non celle des autres grandes aires géocivilisationnelles du monde. C'est porteur d'une certaine perception des choses. Qu'on l'accepte ou qu'on la critique, elle existe. Et c'est précisément pourquoi, parmi les autres composantes géocivilisationnelles du monde, l'Afrique a besoin de puissance, a besoin d'une ceinture de puissance, ne serait-ce que pour pouvoir se protéger. Tout à fait. Quand vous avez donc affaire à des gens qui considèrent que la puissance et l'ensemble des avantages, atouts et privilèges qui lui sont liés doit leur être réservé et que d'autres doivent être absolument dépourvus et démunis en la matière. Tout à fait. Vous comprenez que c'est pour nous une nécessité historique et systémique de construire des pôles de puissance. Absolument. Nous ne pouvons pas nous passer de cela. Et vous voyez alors qu'il y a une espèce de coordination qui montre bien que cette élite, en fait, est un relais d'une nouvelle dynamique de recolonisation. C'est-à-dire, elle ne pense pas avec un criticisme cohérent. Tout à fait. Bien, elle met en évidence des travers qui peuvent exister dans nos sociétés africaines, soit. Mais la logique profonde d'une critique, c'est d'être ordonnée, rationnelle et systématique. À partir de ce moment, elle devrait avoir le courage et la lucidité de conduire leur critique jusqu'au bout sur la nature des systèmes planétaires
dans lesquels s'inscrivent ces sociétés africaines et sur les types de pression et de tension que les centres de ce système imposent à l'Afrique, non seulement à ses décideurs, mais à l'ensemble des composantes sociales africaines. Et c'est ce qu'ils ne font pas. Et à partir de ce moment-là, on est dans l'ordre de ce que je peux appeler la fausse critique. Et qui revient donc en réalité à ne se transformer pour ces penseurs-là qu'en agent d'accompagnement de la volonté d'hégémonie éternelle de l'Occident sur les autres parties du monde, notamment sur l'Afrique. Tout à fait. Voilà pourquoi ces pensées-là doivent être sérieusement analysées. Et d'ailleurs, certains de ces penseurs sont conscients de cela et conscients des privilèges qui leur sont accordés dans ce système. Ils savent jusqu'où ils ne peuvent pas pousser. Voilà, c'est ça. Il est beaucoup plus facile pour eux, puisqu'ils sont en Occident, d'attaquer les sociétés africaines. Ce n'est pas seulement les dirigeants qu'ils attaquent, attention. Ils attaquent les sociétés. Parce qu'ils considèrent que les comportements qu'il y a dans ces sociétés ne sont pas des comportements qui pour eux, sont acceptables et légitimes. Tout à fait. Donc ils ne se contentent pas d'attaquer les dirigeants, ils attaquent les sociétés. Et ils veulent imposer à ces sociétés l'orientation qui vient de l'Occident. Et c'est même d'ailleurs l'une des choses qui est extrêmement problématique dans ce qu'ils font, parce qu'il n'y a aucune raison que l'Occident soit le seul à programmer la dynamique des civilisations. Qu'il ait des choses à dire, soit, mais l'Asie aussi a des choses à dire. Et l'Afrique aussi, tout à fait. L'Amérique latine, c'est aussi un lieu de rencontre entre la civilisation européenne, les civilisations amérindiennes et les civilisations africaines, et même les civilisations afro-américaines qui ne sont pas le plus produit de la traite. Parce que l'un des mensonges historiques, c'est d'oublier qu'il y avait des Noirs aux Amériques avant l'expérience de la traite transatlantique. Donc, je pense que les Africains en particulier, qui ont le souci de la protection, de l'émancipation et de l'amélioration du sort de leur société et des composants de ces sociétés, ne peuvent pas abandonner la perspective de la souveraineté, la perspective de la puissance, parce que ce sont les enceintes de protection qui nous seront nécessaires si nous voulons effectivement améliorer le sort de nos collectivités. Tout à fait. Nous pouvons le faire en échange avec le monde. Et une partie de cet échange aura toujours un aspect conflictuel. Mais en même temps, nous pouvons aussi le faire dans l'échange, mais à condition d'être munis des armes. Tout à fait. Ce ne sont pas seulement des armes militaires, c'est d'abord les armes de la pensée, tout à fait, les armes de la connaissance, les armes de l'esprit, les armes de la culture, les armes de la morale, les armes des institutions collectives pour être en mesure de faire valoir notre position et ne pas seulement être dans un monde qui est à notre détriment. Tout à fait. Merci, professeur. La question de l'industrialisation de l'Afrique que vous avez posée, c'est une question vraiment décisive, une question importante. Et je constate que les élites compradores sont en retard sur l'évolution des sociétés, sur l'évolution des États, mais également en retard sur l'évolution même de la dynamique panafricaine. Et je suis très heureux de constater que les pays africains, soit individuellement, soit collectivement, se battent pour s'industrialiser. Et c'est un combat qui a été lancé après les ajustements structurels. Donc, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés actuellement dans nos relations avec l'Occident, dans nos relations avec les institutions de Bretton Woods, viennent en partie du fait que les États africains ont décidé de rompre avec les politiques d'ajustement structurel pour mettre en place des politiques industrielles. Par exemple, la construction, par la construction, par exemple, des barrages, la construction des grandes infrastructures comme les routes, les autoroutes, les ports. Et l'Union africaine a très bien compris cela. Et c'est la raison pour laquelle elle a lancé
le fameux agenda 2063, que chaque Africain devrait pouvoir lire et s'approprier le contenu. Parce que l'agenda 2063 développe un ensemble d'idées, mais aussi des projets et des plans visant à l'industrialisation de l'Afrique. Il s'agit d'ailleurs de décisions audacieuses qui ont été prises dans ce cadre. Je vais prendre un exemple très très simple. C'est un exemple que j'aime beaucoup, parce que lorsque nous voyons passer un chemin de fer, les Africains ne se rendent pas compte que c'est un enjeu stratégique. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que les pays africains ont hérité de l'époque coloniale des chemins de fer à voie métrique. Alors si vous voyez le chemin de fer, c'est à peu près sur 1 mètre. Tout à fait, oui. Bon. C'est pas la norme internationale. C'est pas la norme internationale. Tout à fait. Alors, et c'est fait exprès, peut-être. La norme standard, ouais. C'est la norme standard permet justement la circulation des trains rapides. Oui. Or, cela nous a été interdit. Voilà. Il y a eu des articles qui ont été écrits dans les années 70 visant à légitimer le maintien de la voie métrique. On dit, bon, c'est bien pour l'Afrique. Voilà. Alors que la voie métrique, c'est simplement pour le transport de marchandises, oui, les trains régionaux. Voilà. Oui. Un peu partout dans le monde, eh bien, c'est la voie standard qui a été adoptée. Alors, malgré les pressions qui sont venues de nos partenaires internationaux, eh bien, l'Union africaine a décidé d'imposer la voie métrique partout. Parce que, d'ailleurs, c'est aussi la garantie de la souveraineté et de l'intégration de l'Afrique. J'étais tout récemment en RDC, et ce que j'ai appris là-bas m'a complètement stupéfait. Oui. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo compte 3 types de voies. Bon, justement, cela avait été fait à l'époque coloniale pour empêcher l'intégration du territoire. Et vous allez aussi constater que l'écartement que vous avez au Cameroun sera différent de l'écartement que vous avez au Gabon, au Congo, justement pour éviter, voilà. Pour éviter cette union. Exactement. Voilà. Et pour de nos États. L'union de nos États, qui est donc la voie vers l'affirmation de la pleine souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle l'Union africaine a pris ces dossiers-là à bras le corps, et l'Union africaine se dit qu'à l'horizon 2063, il faut unifier l'ensemble du continent par le rail, par les ports, par les routes, par les autoroutes. Et c'est comme ça que nous allons affirmer notre souveraineté. Et l'Union africaine est allée très loin. Eh bien, l'Union africaine a choisi la Chine comme partenaire stratégique en 2015, je crois, pour l'accompagner dans son processus d'industrialisation. Et cela est quelque chose, à mon avis, extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater que les crises qui éclatent un peu partout en Afrique, actuellement, visent précisément le tracé des routes de la soie. Parce que les routes de la soie sont la garantie de l'industrialisation du continent. Et la Chine a mis en place un dispositif financier, donc des institutions bancaires, pour accompagner l'industrialisation de l'Afrique. Donc je crois que cette question-là est une question clé, et je suis très heureux de constater que les États africains ont embrassé, ont pris, n'est-ce pas, ce problème-là à bras le corps. Et c'est la raison pour laquelle je pense aussi que l'intelligentsia comprador, la bourgeoisie comprador est en retard par rapport à l'évolution de nos sociétés, par rapport à l'évolution de nos dirigeants. Parce que nos dirigeants, contrairement à ce que les gens pensent, sont idéologiquement plus avancés que tout ce que la diaspora comprador, tout ce que l'intelligentsia comprador produit. Et c'est la raison pour laquelle on fait tout pour diaboliser les États africains. Tout à fait. Pour cette raison-là. Tout à fait. Nous devons d'ailleurs saluer, n'est-ce pas, les dirigeants africains ici. Absolument. Parce que chaque fois qu'on va les traiter de dictateurs, d'assassins, de ceci, c'est généralement parce qu'ils ont compris comment fonctionne le monde. Ils ont compris
qu'il faut défendre l'Afrique. Mais comment défendre l'Afrique, professeur Mathias Erigo Onagini, sans les armes appropriées? Parce que vous avez cité, parmi les armes intellectuelles, morales, etc., vous avez semblé éviter les armes de guerre. Et donc, nous sommes rendus encore à l'état de la conquête, où nos parents affrontaient les envahisseurs à la machette et à la flèche. Comment est-ce qu'ils ont conquis l'Afrique? Ils ont trouvé qui en Afrique? Lorsque Victor Hugo leur dit à l'Assemblée nationale, allez, emparez-vous de l'Afrique. À qui? À personne. L'Afrique appartient à Dieu. Prenez l'Afrique et installez-y votre surplus. Faites de vos prolétaires des propriétaires. Ça, c'est ce que l'exhortation que Victor Hugo leur donne, en tout cas aux Français, pour les inviter à aller coloniser l'Afrique. Est-ce que nous avons changé? Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé? Nous avons toujours rien. Nous avons toujours nos fléchettes. Je suis d'accord avec vous qu'il faut développer l'arme diplomatique, l'arme intellectuelle. Opposer les armes juridiques et diplomatiques aux envahisseurs ou aux impérialistes, à ceux que nous pouvons légitimement qualifier de prédateurs. Nous devons pouvoir leur opposer cela. Mais en même temps, qu'est-ce qui empêche l'Afrique de développer son arsenal militaire et nucléaire, par exemple, professeur? Chef Zaketompo, les choses se tiennent. Parler des armes intellectuelles, morales, tout ça n'est pas incompatible avec les armes militaires, avec le techno-militaire. Tout à fait. Mais justement, les armes, au sens strict, on ne peut pas les acquérir si on ne développe pas la science et les applications de la science. C'est quand on a la science qu'on est capable de rationaliser la puissance militaire et de la porter à un haut niveau, que ce soit en matière d'attaque ou de défense. Donc, ce que j'ai dit là n'est pas incompatible. Tout à fait. Et même pour y parvenir, à développer des armes, il faut déjà y avoir pensé. Tout à fait. Si vous n'y pensez pas, si ensuite vous ne définissez donc pas les démarches qui vont vous permettre d'atteindre cette maturation de la puissance techno-militaire, vous n'y arriverez jamais. Vous resterez toujours dans la posture. Et étant entendu que l'Afrique, en général, cherche plutôt à se défendre des prédateurs. Parce que l'Afrique est une proie qui veut se défendre, qui ne veut pas attaquer. Dans la posture des compradors, qui est qu'au mieux, ils se réfèrent au modèle dominant et ils les imitent mal. Vous resterez dans cette posture. Or, précisément, il faut faire valoir la posture de la pleine souveraineté. La pleine souveraineté touche tous les domaines de la vie. Tout à fait. Parce que l'espace de la souveraineté, c'est l'espace de la vie. Les collectivités politiques, les collectivités civilisationnelles s'appliquent sur tout le terrain de la vie, dans le rapport entre l'humanité et la nature. Tout à fait. Donc ça touche tous les domaines. Et à ce moment donné, l'Afrique, justement, ne peut pas ne pas penser à la question d'un système de protection. Et ce système de protection, il est entre autres militaire. Puisque l'Afrique, comme d'autres continents, mais beaucoup plus que les autres continents, a un niveau important en termes de ressources naturelles, il va falloir les protéger. Tout à fait. S'il faut les mettre d'abord à disposition pour notre propre épanouissement. Oui, pour notre propre consommation. L'une des difficultés auxquelles nos systèmes politiques et les gouvernants sont encore confrontés, c'est que leur pensée est très limitée à ce sujet. Or, c'est maintenant qu'il faut commencer à concevoir ce redéploiement stratégique de l'Afrique. Et ça commence par la pensée, chef Zaketompo, ça commence par la pensée. S'il n'y a pas de pensée, il n'y aura pas de mise en application de quelque chose qui est de cet ordre. Et vous voyez donc que ces débats, les débats, je dirais, pertinents, fondamentaux, ne sont pas explorés par les penseurs qui ont choisi cette orientation. Alors qu'ils ont les capacités intellectuelles d'explorer pour le compte de l'Afrique, en estimant que nous ici, nous sommes incapables, nous sommes nuls. Eux, ils sont situés dans des sociétés qui ont tout le matériau en termes documentaires, en termes informationnels,
pour examiner ces questions, mais il nous envoie en réalité sur des débats qui ne sont pas pertinents. Tout à fait. Les débats qui sont pertinents pour nous sont toujours des débats de souveraineté. Et le premier débat de souveraineté, c'est la souveraineté alimentaire. Oui. Aucun peuple ne peut être libre s'il ne mange pas par lui-même, à partir de ses propres capacités. Tout à fait. Aucun peuple ne peut être libre s'il n'est pas capable de se soigner lui-même à partir de ses propres ressources et de ses propres savoir-faire en matière médicale et en matière pharmaceutique. Donc, le combat de l'émancipation se tient, c'est-à-dire que tous les volets sont reliés. Comme le disait le professeur Nkolofoué, la question de la structuration matérielle de l'Afrique est décisive. Ça veut dire que si nous regardions bien la structure du monde à l'heure actuelle, l'Afrique est la seule formation continentale qui ne peut pas entrer directement dans la mondialisation actuelle. Pour entrer dans la mondialisation, l'Afrique doit travailler sur elle-même. Tout à fait. Un peu comme les Chinois l'ont fait. Tout à fait. Ils ont travaillé sur eux-mêmes, ils ont constitué des capacités. Après, ils sont repartis vers le monde en position de force. Tout à fait. Et nous, justement, nous ne pouvons pas nous projeter parce que déjà les systèmes sont conçus pour éviter que même nos petites capacités puissent y pénétrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que finalement, le commerce global, pour nous, c'est le contrat entre la poule et le grain de riz. Voilà. Quel contrat peut exister entre une poule et un grain de riz? La poule va avaler, va manger le grain de riz, ça c'est tout simplement, tout à fait. Tout à fait. Professeur, nous tirons à la fin, n'est-ce pas, de ces échanges qui sont très fructueux. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à l'endroit de nos téléspectateurs avant que nous puissions clôturer ceci? Effectivement, je comprends votre inquiétude s'agissant des questions sécuritaires. Tout à fait. Bon, je pense que cette question est importante, mais je crois également qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Compte tenu du fait que l'Afrique, au moment où nous parlons, fait l'objet de nombreuses attaques, et qu'en même temps, l'Afrique résiste, parce qu'il faut aussi insister sur l'histoire de la résistance, parce que nous ne faisons pas que subir le monde, nous résistons. Je prends carrément le cas du Cameroun. Il y a des guerres hybrides, pas une seule, qui ont été imposées au Cameroun, et il faut être admiratif de la manière dont un pays comme le Cameroun résiste à ces guerres hybrides. Tout à fait. Bon, maintenant, il y a des efforts qui sont déployés par les puissances impérialistes pour affaiblir les États de l'intérieur. Parce que l'un des problèmes auxquels il faut faire face très rapidement, c'est la question de la construction d'un consensus national. Tout à fait. Eh bien, cette question est cruciale. Tout à fait. Je veux revenir à Mao. S'agissant des différentes classes sociales. Parce que chaque société moderne a une colonne vertébrale. La colonne vertébrale en Occident, dans l'Occident des Lumières, c'est que la société et l'État se sont construites autour de la bourgeoisie. Et maintenant, la bourgeoisie noue des alliances de classe avec les autres pans de la société. Aux États-Unis, eh bien, un consensus a été scellé au sommet par la bourgeoisie. Et c'est ce consensus-là qui fonctionne actuellement et qui donne l'impression d'une relative stabilité. Tout à fait. Mais nous n'avons pas encore réussi à construire ce type de consensus parce qu'on nous a mis dans les pattes la démocratie libérale de compétition. Tout à fait. Et cette démocratie libérale de compétition qui correspond en réalité à une guerre civile permanente. Tout à fait, tout à fait. On a installé la guerre civile permanente dans nos sociétés. Et ces guerres civiles permanentes prennent la forme des guerres tribales, même si nous savons très bien que le tribalisme comme tel n'est pas une réalité, c'est une
construction Oui. qu'on essaie d'imposer. Tout à Il faut fait. voir les efforts qui ont été déployés Oui. par les intellectuels compradors au Oui. cours des 4 dernières années Tout à fait. pour imposer l'idée de la différence ethnique. Tout à fait. Donc c'est un effort, c'est un travail qui est fait. Tout à fait. Et c'est à mon âge que je découvre que le tribalisme Oui. est une construction. Tout à fait. Que des gens se battent pour inculquer cette idée-là. Voilà. Et pour imposer cette idée-là. Et Exactement. cela signifie que cette idée-là n'était pas naturelle. Non, pas du tout. Voilà, donc c'est Ouais. une construction. Tout à fait. Donc, voilà donc l'une des formes que la démocratie libérale prend Ouais. Ouais. dans nos pays. Installer donc la guerre civile. Tout à Nous fait. avons un certain nombre de pays, le Ghana, les États-Unis. Tout à fait. Mais nous constatons actuellement que ces modèles-là échouent. Tout à Et fait. par contre, les civilisations qui se sont construites sur la base du consensus ont eu une durée de vie plus longue. C'est C'est le ça. cas de l'Égypte, Oui. c'est à peu près 3000 ans Oui. d'histoire. C'est le cas de la Chine. Un seul État, ça fait bientôt 5000 ans, parce que la base idéologique de la société chinoise, c'est le consensus. Tout à fait. Or, la démocratie de compétition, Tout à fait. ça dure depuis à peine... Tout à fait. Ça ne fait même pas 2 siècles. Voilà. Je sais pas pour ça au Guinée, elle dure combien de En temps fait, ça fait à peu près 150 ans. 150 ans. qu'on est C'est ça. entré en stabilisation. Oui. C'est-à-dire depuis les années 1860. Oui. Elle n'est même pas complètement stabilisée. Oui. Qu'elle est déjà en train de se De mourir. C'est construit. Pourquoi Oui. elle se déconstruit? Elle se déconstruit parce qu'en Occident, même en réalité, il y a déjà une nouvelle forme hégémonique qui est le vrai pouvoir. Oui. On pourrait appeler ça la cataloxocratie, Oui. c'est-à-dire le pouvoir de l'échange et du marché, le pouvoir de la finance notamment, qui Oui. est le super Pouvoir pouvoir actuellement. invisible Oui. aujourd'hui qui structure Tout. l'Occident et qui commence à vider la forme historique de la démocratie bourgeoise Oui. représentative de sa Tout à- substance. Ce que le professeur Nkolo dit est tout à fait fondé. Le problème que les pays africains vont avoir avec la démocratie représentative parlementaire bourgeoise occidentale, c'est un problème d'architecture. Oui. Les sociétés africaines ont de l'intérieur une différenciation, mais en même temps il y a un code commun. Et ce code commun est communautaire et communocratique. Tout à fait. Or, la démocratie représentative, c'est un système immunitaire qui a d'abord dû construire une idéologie et des institutions individualistes. La première institution individualiste, on a tendance à l'oublier, c'est l'État. Tout à fait. L'État obésien, c'est un individu. Il relève de ce que les penseurs allemands appelaient des individus historiques. Ça veut dire que les seuls individus, c'est pas simplement les individus, disons, au niveau des personnes. Tout à fait. Il y a aussi des collectivités qui sont des individus. Or, nos sociétés, malgré le choc impérial et colonial, notamment avec l'Occident, ont résisté par l'armature communautariste Tout à fait. et communocratique. Tout à fait. Quand vous introduisez donc des institutions fondées sur la rivalité, ce que j'appelle le rivalisme, contrairement au consensualisme, vous ne pouvez avoir que des difficultés. Tout à fait. Tout à Parce que fait. en fait, vous créez un dédoublement déjà des systèmes politiques. Exactement. C'est pour ça que dans les pays africains, Oui. il y a un système officiel. Ce sont les partis qui doivent entrer en compétition, mais après vous voyez que ça frotte et ça devient dans une compétition entre les groupes sociaux. Exactement. Et les tribus. Et justement, comme Voilà. c'est fondé donc sur le principe de la souveraineté individuelle, ça devient donc la guerre pour saisir les institutions centrales qui expriment la souveraineté. Autrement dit, chaque grande communauté ethnique, ethno-régionale notamment, veut occuper les institutions Institutions. qui expriment donc la puissance maximale dans la société. Tout à fait. Et ces institutions, ce sont les exécutifs présidentiels. Tout à fait. Et ça crée donc un certain nombre de difficultés. Or, l'enjeu aujourd'hui pour notre société, c'est donc de réguler cette compétition en faisant renaître dans d'autres conditions l'esprit palavéral, l'esprit de la palabre, Tout à fait. où justement on va gouverner sans exclure. Oui. Voilà.
gouverner sans couper de manière absolue la majorité contre l'opposition, tel groupe contre tel groupe, mais gouverner sur la base du dialogue et de l'échange. Ça n'évitera pas les conflits, mais on pourra mieux réguler. Voilà, tout à fait. Merci, professeur Mathias Eric Nagini. Merci, professeur Nkolo Foué. Je suis heureux que vous me rejoigniez parce que ce que j'ai exprimé dans mon livre de la démocratie récréative, c'est parfaitement, n'est-ce pas, cette idée que vous émettez du consensus national, c'est-à-dire de cette colonne vertébrale-là. Parce que j'exprime cette idée où on a une certaine démocratie. On regarde un peu le stade de football, par exemple, où les joueurs sont en train de jouer et puis les gens sont dans les gradins et ils applaudissent. En tout cas, c'est la récréation. Donc voilà, on a un pays à construire. Quelqu'un a gagné une élection, n'est-ce pas, comme nous avons dit dans la démocratie libérale représentative, dans cette compétition-là. Et l'autre qui a perdu passe le reste du mandat à l'empêcher de gouverner, à l'empêcher de construire. Et le vainqueur prend tout, et l'autre de n'avoir rien, mais l'empêche de construire. Et donc c'est fait exprès pour empêcher la construction de l'Afrique, pour nous empêcher de nous élever. C'est-à-dire cette démocratie libérale, cette démocratie de la compétition qu'on nous impose comme, n'est-ce pas, un poison, est un poison, en fait, pour empêcher les États africains de s'émanciper, de s'élever. Parce qu'il y a quelque chose d'irrationnel même dans cette situation-là. Oui. J'aime bien votre idée de guerre civile permanente. Moi, parce que c'est ça, ça donne le caractère d'une guerre civile permanente. Oui. Le cas du Ghana, là, nous interpelle vraiment. Alors, voilà deux candidats qui se sont affrontés. Alors, l'un et l'autre ont 6 millions de voix. Oui. Bon. Et ce qui fait la différence entre les deux, c'est quelques milliers de voix. Oui. Alors, vous voyez que celui qui gagne rafle tout. Oui. C'est un jeu à somme nulle. Oui. Mais quelle est la rationalité d'un tel système? Tout à fait. Moi, je verrais bien, par exemple, un système où l'ensemble de la communauté nationale, ça serait, on s'entendrait pour partager le pouvoir. Tout à fait. Parce que déterminer les objectifs du gouvernement et du développement. Exactement. Et leur respect dans la discipline. Dans la discipline. Je suis parfaitement d'accord. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette conversation entre nous, parce que c'était une conversation, en retenant que notre système, le système actuel, n'est-ce pas, qui est centré dans la démocratie libérale de compétition, n'avance pas véritablement l'Afrique et l'affaiblit. Et qu'un système que nous pourrions mettre ensemble autour d'une table, les enfants d'une même famille africaine, d'une même famille camerounaise, autour d'une même table, pour décider, n'est-ce pas, de l'orientation de la politique nationale, de comment la conduire, serait plus à même de mieux développer nos pays que cette récréation, cette démocratie récréative à laquelle nous nous livrons. Donc, nous espérons que nos téléspectateurs vont apprécier cela et vont réagir prochainement, parce qu'ils vont réagir par WhatsApp ou bien par SMS au numéro 237 671 83 87 22. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, je répète, 237 671 83 87 22. Tel est le numéro de WhatsApp, tel est le numéro de SMS. Envoyez vos questions et dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, puisqu'en Afrique, nous aimons beaucoup invoquer également Dieu, mais pas pour croiser les bras et attendre que Dieu fasse tout, nos experts répondront à vos questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez scotchés sur la télévision Fonzan Kretompu. Restez connectés. Abonnez-vous à toutes nos pages. Abonnez-vous à la page WhatsApp. Abonnez-vous à la page YouTube. Abonnez-vous à notre page Facebook. Mais retenez aussi que notre télévision
Fonds Ankhetompo est ouverte à tout le monde. Mais nous avons également, professeur, nous avons également les éditions Fonds Ankhetompo pour aider les Africains qui veulent écrire des livres constructifs, qui veulent écrire des livres pour construire, pour bâtir l'Afrique. Nous allons pouvoir éditer. Maintenant et dorénavant, l'histoire africaine sera écrite par les Africains. L'histoire africaine sera racontée par des acteurs africains. Au revoir et à dimanche prochain.